Chers amis internautes, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Chat Vidéo. Comme d'habitude, beaucoup de questions sont en attente, des questions de la dernière séance d'ailleurs en l'occurrence. Donc on ne va pas perdre de temps, nous allons démarrer tout de suite par la première question. Alors bonsoir à tous, en effet une question de Jean-Philippe de la session précédente. Y a-t-il un projet pour joindre la rocade verte entre Saint-Doulchard, proche du passage à niveau, et l'arrière de la gare de Bourges? Alors oui, il y a un projet qui date déjà de quelques temps, depuis 2-3 ans. C'est finalement le tronçon qui est manquant pour pouvoir faire le tour complètement. Alors nous sommes face à un problème technique qui dépend pas finalement de la ville de Bourges, puisque là nous sommes sur la commune de Saint-Doulchard, pour des prises d'espace de foncier plus exactement, pour faire passer cette rocade verte, on va dire, derrière les établissements Woodray, pour ceux qui connaissent, et juste devant la voie ferrée. Donc voilà, nous sommes en cours de négociation avec le maire de Saint-Doulchard pour pouvoir trouver une solution qui nous permettrait effectivement de faire cette liaison entre la route de Berribouille, qui est l'endroit où se termine la rocade quand on vient du Prado, et puis le stade Tavernier à Saint-Doulchard. La question suivante nous vient de Lucas. Quelles sont les actions de la ville vis-à-vis de ces quartiers prioritaires ? Bon, les actions sont multiples, elles ont été définies dans un protocole qui a été signé avec les représentants de l'État. Elles touchent évidemment toute la nécessité de renforcer les liens sociaux dans ces quartiers, bien sûr en s'appuyant sur des rénovations telles que nous les avons connues sur le plan de renouvellement urbain 1 qui va se terminer donc en 2018, donc des réhabilitations de bâtiments, des déconstructions, des aménagements d'espaces publics, et puis aussi d'autres aménagements d'infrastructures publiques pour l'essentiel. Et donc nous avons mis en place, mais ça c'est une obligation, des conseils citoyens dans chacun des quartiers concernés, qui devront travailler d'abord sur les projets ou les avant-projets que nous allons leur proposer, faire des propositions que nous prendrons en compte pour faire en sorte que ce volet, on va dire, qui est essentiellement social et qui est important, puisse se déployer. Avec quelque chose qui est très important en fait, que nous avons déjà réalisé concrètement avec les quartiers du nord de la ville, c'est d'intégrer l'ensemble des quartiers sur le périmètre total de la ville, créer des liaisons de proximité, notamment avec les espaces de développement économique de proximité, profiter aussi de la spécificité, notamment je parle sur le quartier des Gibes jaunes, d'être dans un quartier on va dire vert, avec le parc paysager, avec à proximité aussi des équipements sportifs. Je pense au Vélodrome, je pense au Krebs, je pense à tout le complexe sportif des Gibes jaunes. Donc voilà, c'est bénéficier de tous ces atouts de quartier pour s'appuyer et développer la vie de quartier. Et bien sûr, j'allais l'oublier, mais c'est aussi essentiel, c'est développer les transports en commun, les moyens de déplacement, on va dire, alternatifs à la voiture, puisqu'en fait, nous avons des populations qui ne sont pas forcément propriétaires de véhicules, et derrière ça, on va s'appuyer sur tout le travail qui a été fait sur la reconfiguration du réseau de transport en commun, pour lequel nous avons fait beaucoup de concertation, et puis aussi à terme, un tout petit peu plus loin dans le temps, par la mise en place d'un bus au niveau de service qui permettrait de faire une liaison, on va dire, rapide et avec des fréquences importantes entre le nord de la ville et le sud de la ville. Nous avons à nouveau une question de la session précédente de la part d'André. Suite à la décision de justice rendue récemment, pouvez-vous ce soir nous annoncer un calendrier de travaux pour la Maison de la Culture ? Alors non, je ne le ferai pas, tout simplement parce que nous avons convenu avec l'ensemble des financeurs et les services de l'État de communiquer sur le planning de travaux
très prochainement. C'est la semaine prochaine, le 18 mai, pour être précis. Donc là, vous aurez une présentation donc, officielle du calendrier de roulement, en tout cas de reprise des travaux, de manière à ce que cette Maison d'Agriculture, ce nouveau projet MCB2, puisse voir le jour le plus rapidement possible. Peut-être pour rappeler les phases qui nous restent à traiter, bien sûr les opérations de déboisement, hein, c'est le terme utilisé pour faire la place, on va dire, au bâtiment et sur les pentes de Sérocourt. Ensuite, dans la foulée, le début des fouilles archéologiques, hein, ce sont des fouilles qui vont durer environ 10-12 mois. Et puis le lancement, pour en parler, des travaux de construction. Donc dans la foulée, tout ça s'enchaînant parfaitement. Toujours une question de la session précédente, nous venant de Michael. Je souhaite savoir comment concrètement l'agglomération soutient les entreprises berruyères. Il y a plusieurs dispositifs. Hein. Alors, on va dire là, ce qui semble la plus évidente, d'abord, c'est d'aménager les zones d'activité. Hein. Donc, vous savez qu'on a beaucoup de zones d'activité sur l'agglomération. Je pense à Comitec, je pense à Esprit, je pense à tout le secteur à proximité de l'échangeur, hein, la zone du Moutet, la voie romaine, en fait, hein, où s'implante actuellement. Vous avez pu voir peut-être ces grands bâtiments. La plateforme Intermarché et la nouvelle usine de Monin, en étant toujours prêt. C'est-à-dire qu'en fait, on aménage, on viabilise tous ces terrains, tous ces espaces fonciers, de manière à pouvoir, quand une entreprise vous sollicite, y pouvoir répondre rapidement. Nous avons aussi dans un autre secteur, je pense à la Technopole Leitol, hein, qui a bénéficié, je dirais, n'est-ce pas, d'une friche industrielle depuis quelque temps, où l'agglomération est propriétaire, où nous avons à la fois mis à disposition, je pense à la couveuse entreprise, je pense aux pépinières, je pense à l'hôtel d'entreprise, hein, que nous allons inaugurer très prochainement, hein, qui mettent à disposition des lanceurs de projets ou des jeunes entrepreneurs des outils qui leur permettent à la fois sur des coûts relativement faibles en prestations, sur la location des bâtiments ou même l'utilisation de ces installations, et avec un accompagnement, et dans un lieu qui est aussi très important, dans la mesure où on a une mixité à la fois avec des infrastructures de support, hein, d'aide aux entrepreneurs ou aux futurs chefs d'entreprise, et à la fois avec le pôle universitaire porté entre autres par l'INSA, hein, qui est, on va dire, un pôle important sur le site. Donc, et avec des terrains qui sont disponibles, hein, qui sont aussi viabilisés, qui permettent aux entreprises qui voudraient s'installer de pouvoir le faire. Voilà, dans un environnement agréable, finalement pas loin du centre-ville, assez accessible par les transports en commun en particulier. Et puis après, il y a des aides financières, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais qui sont souvent en collaboration avec les aides qu'apporte la région Centre-Val de Loire, en fonction des entreprises qui peuvent générer des emplois, et donc il y a des aides financières qui peuvent être faites. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, je ne vais pas passer trop de temps sur le sujet, mais voilà, en quelques mots, ce que l'agglomération peut apporter aux entreprises. Alors maintenant, une question de Sabrina. Je viens d'acquérir un vélo et je voulais savoir s'il y avait un plan de la Roquette Verte. Ah oui, tout à fait. Alors ce plan est disponible à l'office de tourisme, d'une part, auprès de la mairie aussi. Hein. Vous allez à l'accueil, vous allez trouver ces plans-là. Effectivement, le plan est mis à jour au fur et à mesure qu'on avance sur la Roquette Verte. Alors il n'y a pas que la Roquette Verte, hein, en l'occurrence, hein, il y a tous les aménagements cyclables de la ville, et bientôt aussi de l'agglomération, puisque nous allons lancer, ou relancer plus exactement, le grand projet qui est issu de l'étude du plan de déplacement urbain, qui a été voté par l'agglomération en 2013, de manière à relier l'ensemble des communes de l'agglomération entre elles par des aménagements cyclables, qui fera qu'effectivement on sera sur une agglomération, on va dire, verte, où on veut aussi faire en sorte de proposer des déplacements alternatifs à la voiture. Franck vous pose la question suivante. Dans le Berry cette semaine, on parle de la pêche au lac d'Oron. Cette pratique attire de nombreuses personnes, berruyères ou non. Pourquoi n'organiserions-nous pas un grand concours de pêche pour attirer un nouveau public ?
Vous savez, il y a des concours de pêche qui sont organisés régulièrement par les associations qui ont en charge ces activités. Donc, ce n'est pas à la ville en fait de porter ce type de manifestation, mais dès lors qu'une des associations souhaiterait organiser une compétition plus importante, peut-être de niveau national, bien évidemment, la collectivité sera à ses côtés pour lui faciliter l'organisation et apporter toute la logistique nécessaire pour ce type d'organisation. Mais je trouve l'idée plutôt intéressante. Alors, autour de Paul, qui évoque, lors de votre campagne, vous aviez évoqué l'agrandissement de la salle de recueillement du crématorium afin de recevoir les familles dignement. Où en est ce projet ? Alors, ce projet est en réflexion, mais sur une voie un peu différente, puisqu'en fait, l'agrandissement de la salle du funérarium n'est pas du crématorium, pardon, exactement, qui est une salle spécifique, qui n'est pas utilisée, je dirais, comme une salle de recueillement, quel que soit le type d'obsèque que l'on retient. Et donc j'ai redemandé à mes services il y a quelques semaines de travailler sur un projet. Bon, je ne vous dirai pas lequel, ce sera un aménagement de bâtiments municipaux que nous avons et qui permettrait de répondre effectivement à ce besoin, qui est un vrai besoin en tout cas. Donc les services m'en ont parlé il y a une quinzaine de jours. On est en train d'affiner le projet, mais en tout cas l'objectif c'est de réaliser ça maintenant très rapidement. Une fois encore, je trouve que c'est un vrai besoin important pour certains types d'obsèques. Encore une question de la session précédente de Patrick P. La ministre de la Culture s'est-elle engagée sur de nouvelles aides de l'État pour la construction de la MCB ? Non, elle ne s'est pas engagée très clairement. Alors donc je l'ai fait verbalement. Bien sûr, j'ai sollicité la ministre pendant le printemps de Bourges. J'ai confirmé le contenu de notre entretien par un courrier que je lui ai adressé il y a quelques semaines. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une participation complémentaire on va dire de l'État, quel que soit le type de ministère, ne sera pas fait en 2016. Ça, là, elle a été très claire. Par contre, il peut être envisageable une aide complémentaire dans les années à venir, en fonction de d'autres projets culturels qui pourraient ne pas déboucher ou qui prendraient un peu de retard. Et ça pourrait être une opportunité pour une participation complémentaire. Voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors Michel pose la question suivante, venant d'une session précédente également. Le projet sur la piscine à vagues est-il toujours d'actualité ? Non, il n'est pas d'actualité. Alors c'est vrai que c'est un ancien projet, bien évidemment. Il est clair que quand on suit les événements dans d'autres villes de la région, et je pense que c'est le projet de Châteauroux qui réveille un peu ce projet, ça donne envie. En tout cas, s'il y avait un espace ou une infrastructure, on va dire aquatique, ludique, ou reste à définir le périmètre complet, ça sera un projet qui devrait être porté par l'agglomération, bien évidemment, et pas par la ville de Bourges. Donc peut-être que ce sera un sujet qui sera évoqué prochainement au sein de l'agglomération, puisque nous avons un séminaire prévu donc le début juin, le 3 juin exactement, pour définir entre nous les projets d'agglomération. Alors là, ça pourrait être un projet, mais il peut y en avoir d'autres. On parle de centres de congrès. Bon voilà, donc tout ça n'est pas la réflexion pour l'instant, mais c'est peut-être un sujet qui devra être traité. Mais en tout cas, une fois encore, j'insiste, par l'agglomération et plus par la ville de Bourges. Une interrogation de Géraldine. En quoi la ville de Bourges va-t-elle pouvoir aider l'office de tourisme ? Elle ne pourra pas aider l'office de tourisme par rapport, je pense, aux difficultés rencontrées récemment. L'office de tourisme, je vous rappelais, c'est une entité juridique aujourd'hui qui fonctionne sous forme d'association, qui fonctionne entre autres avec les subventions de la ville de Bourges. Maintenant, c'est à elle de régler son problème. Donc la ville de Bourges n'est pas là pour régler le problème des autres structures juridiques. Bon voilà, en plus on arrive à une période aussi un peu particulière dans la mesure où vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, je vais le rappeler, que la promotion du tourisme doit être portée par l'agglomération à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Donc ça c'est la loi NOTRe qui nous l'impose. Donc voilà, on avait réfléchi au sein de l'agglomération à comment porter le tourisme demain. Donc on est toujours à la réflexion. Vous savez qu'il y a plusieurs outils aujourd'hui qui travaillent dessus, les offices de tourisme, les syndicats d'initiative,
des informations dans certaines communes du département. Il y a l'AD2T qui joue aussi ce rôle. Donc voilà, donc on travaille actuellement avec le conseil départemental pour voir comment on allait porter demain le tourisme. Et en tout cas, voilà, pour ce qui est de l'office du tourisme, voilà, elle doit régler son problème toute seule. Donc il y a différentes solutions qui peuvent se poser là. Mais en tout cas, voilà, je sais que les services à la direction de l'office du tourisme et son président travaillent sur ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est pas à la ville de Bourges de régler ce problème. René demande, les jardins partagés du Val d'Oron semblent rencontrer un grand succès. Comptez-vous élargir ce concept à d'autres quartiers de la ville? Oui, tout à fait. D'abord, pour rappeler que le concept du jardin partagé a démarré dans la cité jardin d'aéroport, hein, il y a maintenant, on va dire, 3-4 ans, je situe ça à peu près comme ça dans le temps. J'avoue qu'à l'époque, j'étais maire adjoint aux travaux, je n'y croyais pas. Force est de constater que voilà, on peut se tromper, puisque ce jardin fonctionne bien. Fonctionne bien aussi parce qu'il y a une association qui le fait vivre, avec un président, entre autres, qui est très actif. Et puis, l'idée, puisque l'idée a émergé au sein du conseil de quartier Val d'Oron, de créer dans ce quartier-là un autre jardin partagé. Donc, je sais que le lieu maintenant est défini depuis quelques temps. Et puis, nous réfléchissons aussi, notamment sur les quartiers qui ont bénéficié du plan de renouvellement urbain ou qui vont encore en bénéficier, de pouvoir développer ce type d'activité. Alors, d'abord, la ville de Bourges met à disposition des terrains, d'espace foncier qui lui appartient. Et une fois encore, j'insiste beaucoup, il faut le faire fonctionner ces jardins et tout ça dépend de l'association qui prend ça en charge. Mais c'était plutôt une bonne chose parce qu'au-delà d'avoir cette possibilité de faire pousser des légumes ou des plantes ou des fleurs sur un jardin, ça crée aussi du lien social, du lien intergénérationnel aussi. Donc c'est l'expérience de la cité de l'aéroport est très bénéfique. Donc ceux qui aujourd'hui les font fonctionner diffusent l'intérêt d'avoir un jardin partagé dans l'autre quartier. Puis voilà, les choses prennent forme. Donc on le fait au fur et à mesure que les opportunités se trouvent là, et puis qu'il y ait une vraie volonté des habitants d'avoir un jardin partagé dans leur quartier. Une question sportive d'Angélique. Ce soir, on assistera au dernier match de Céline. Serez-vous présent? Et 2 questions même. Que lui direz-vous avant qu'elle quitte le terrain? Alors d'abord, c'est pas le dernier match de Céline, c'est le dernier match de Céline du Merc au Prado avec le Bourges Basket. Puisqu'en fait, je vous rappelle qu'à l'issue du match de ce soir, il y a un match retour à Montpellier vendredi, et peut-être une belle dimanche, ou peut-être pas, si on gagne les 2 matchs, ça serait donc plutôt une bonne chose. Après, bien sûr que je serai présent ce soir, c'est pour ça que j'ai avancé un peu ce chat vidéo d'une demi-heure, hein, puisque d'habitude nous le faisons à 19h, donc bien sûr que je vais être présent. Voilà, j'ai pas réfléchi ce que je dirais à Céline jusqu'à présent, mais vous savez, ça va être du spontané. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup de larmes. Alors je ferai peut-être partie de cela parce que c'est vrai que dès lors que les gens partent, d'un point de vue sportif ou pas, on a des liens, on a des attaches. Et c'est vrai que Céline est un symbole, mais il y a d'autres départs aussi. Hein, au Bourges Basket, il n'y a pas que Céline. Voilà, tout simplement, je lui souhaiterais, je pense, une bonne route, une bonne chance pour la suite. Et puis, je remercierai jamais autant que je l'ai fait jusqu'à présent, tout ce qu'elle a apporté au basket féminin français, bien sûr à l'équipe de Bourges, et puis à la ville, et je sais qu'elle apportera encore beaucoup à la ville, parce que je rappellerai, mais je sais qu'elle le sait, qu'elle est ambassadeur de la ville de Bourges. Alors autour de Madame Witz-Thomas Marie-Claude, qui vous pose la question suivante. Que pouvons-nous faire contre les attaques de chiens potentiellement dangereux qui circulent dans le quartier de la Gare, avenue Henri Ledier, boulevard Gambetta et jardin des Préfichaux, sans laisse ni muselière et dont les propriétaires sont des irresponsables? Plusieurs mains courantes ont été déposées à la police nationale pour morsure grave, police qui nous refuse une plainte. Écoutez, d'abord, il y a les arrêtés qui existent, les arrêtés municipaux sur les différentes catégories d'animaux, de chiens en particulier, et l'obligation, en fonction des catégories, de tenir de toute manière les chiens en laissés sûrs, en plus muselés ou pas. Enfin, je ne connais pas forcément dans le détail tout cet arrêté, mais en tout cas, voilà, il y a une règle, et cette règle, il faut la faire appliquer.
Donc dès lors effectivement que vous avez des doutes ou des craintes, n'hésitez pas à soit solliciter soit la police nationale, soit la police municipale, hein, qui sont à même d'intervenir dans ce cas-là, de verbaliser aussi. Hein, on l'a déjà fait, on le fait toujours. Maintenant, il faut bien comprendre que voilà, les polices ne peuvent pas être partout. Il y a des événements partout dans la ville, et donc elle ne peut pas être au garde à vous non plus à chaque fois qu'il y a un chien dit dangereux, hein, qu'on peut estimer dangereux, ce qui n'est pas forcément le cas. Une fois encore, les choses sont bien réglementées en fonction des catégories de chiens, mais surtout, c'est ça la démarche. Et puis, si la plainte ne peut pas être prise par la police nationale, c'est au moins une main courante qu'il faut déposer, et surtout, vous faites-le. Question de Sonia. Vous avez changé la fréquence des collectes et les déchets s'entassent sur les trottoirs. Que comptez-vous faire ? Alors l'agglomération a changé effectivement la fréquence des collectes, hein, pour des raisons à la fois financières et pour des raisons aussi de retour d'expérience, hein, par rapport aux fréquences qui étaient appliquées jusqu'à présent. On a pu, d'une façon très scientifique et par statistique, démontrer que dans certains quartiers, soit souvent les poubelles n'étaient sorties qu'une fois par les usagers, soit quand elles étaient sorties, elles n'étaient pas toujours pleines, hein, sauf exception. Donc ce qui nous a conduit à cette réflexion, c'est aussi appuyé sur des retours d'expérience d'autres communes, parfois même des communes de l'agglomération, et puis même au-delà. Et puis, voilà, c'est sûr qu'il y a eu un peu de cafouillage depuis le 2 mai, hein, je crois que c'est la date à laquelle nous avons commencé. Un cafouillage qui s'explique. D'abord par l'information, la communication. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses à ce sujet-là. On a fait des réunions d'information, de concertation dans les communes de l'agglomération concernée. On a communiqué dans la presse, on a communiqué sur les journaux de l'agglomération, on a communiqué sur les journaux de la ville de Bourges. Chacun a eu dans sa boîte aux lettres les jours de passage et les heures de passage dans leur quartier. Et force est de constater, malgré tout, le 3 mai, beaucoup de gens sortaient la poubelle comme ils avaient l'habitude de le faire. Bon. Donc des fois, on nous dit on communique pas assez, mais quand on ne communique pas, ou si on ne va pas chercher l'information, bien évidemment, on ne peut pas savoir. En plus, rajouté à ça, nous avons eu le week-end de l'Ascension avec un jour férié qui est venu aussi un peu perturber, je dirais, la situation. En plus, on a eu un très beau temps, heureusement d'ailleurs. Bon, ce qui a peut-être généré aussi un peu plus de déchets, hein, puisque on sentait dans les quartiers un peu les odeurs de barbecue. Donc voilà, tout ça, ce sont des emballages complémentaires. Donc je crois qu'il faut laisser mettre en place cette évolution. Il faut toujours, à partir du moment où il y a du changement, il faut laisser un peu de temps avant de mettre en place éventuellement des ajustements. Donc on envisage éventuellement, si c'était absolument nécessaire, et démontrer des ajustements par rapport à ce ramassage. Mais je pense qu'il est trop tôt. En tout cas, très, très concrètement, dans certains quartiers de la ville où il y a eu un peu ce cafouillage, donc le lendemain de l'Ascension, finalement, donc les services de la ville de Bourges sont intervenus, service Castor, puisque les demandes ont été formulées pour enlever les ordures ménagères. Voilà, je pense qu'il faut d'abord voir les choses posément, que les gens s'habituent un peu, que nos équipes aussi de Reaper s'habituent, hein, puisque tous ces changements ont impacté aussi les salariés de la société qui fait ce ramassage. En plus, c'était des nouvelles bennes avec des camions nouveaux. Vous savez qu'on ramasse en même temps une poubelle jaune, une poubelle verte. Donc, c'est du changement pour tout le monde. Ce changement, il faut s'adapter, il faut un petit peu de temps, et je pense que les choses se mettront en ordre naturellement. Mais il faut que tout le monde y mette de la bonne volonté. Donc, et je suis confiant de la bonne volonté de la très grande majorité des gens pour que les choses se passent bien. Et s'il fallait, une fois encore, faire des ajustements, nous le ferons, mais pas immédiatement, dans quelques semaines. Alors, nous revenons au Val d'Oron avec une question d'Emma. Pour faire suite à l'article paru ce matin dans le Berry concernant l'aménagement du Val d'Oron, je souhaite savoir pourquoi la baignade ne pourrait pas être possible dès cette année. Ce sont pour des raisons très, très techniques, des raisons de procédure. D'abord, pour autoriser la baignade, il y a des prélèvements à faire sur l'eau de baignade, enfin future eau de baignade. Donc, il faut réaliser d'abord ces prélèvements.
Une fois qu'ils sont réalisés, il faut qu'ils soient conformes. Alors, ils le sont ou ils ne le sont pas. S'ils sont conformes, nous devons transmettre un dossier à l'Agence régionale de santé, qui doit elle-même nous donner l'autorisation de se baigner. Et toutes ces procédures-là durent à peu près entre 1 an ou 2. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette procédure. Je ne sais pas exactement quand est-ce que vont avoir lieu ces analyses, mais très prochainement en tout cas. Nous avons déjà identifié le laboratoire d'analyse, qui est un laboratoire spécialisé de Lyon, en l'occurrence. Et puis voilà, il y a toute une procédure à respecter. Si les analyses sont bonnes, ce que je souhaite vivement, et il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas, voilà, il va falloir patienter un petit peu. Vous savez, moi, je suis arrivé à Bourges en 87, ça fait presque 30 ans. J'entendais déjà les souhaits et les projets de baignade dans le Val d'Oron. Peut-être attendre 2 ans de plus maintenant. Alors, nous restons dans le domaine environnemental avec une question d'André. Envisagez-vous de créer un événement qui mettrait nos beaux marais de Bourges en valeur ? Il y a déjà plein d'événements qui sont mis en place par les associations de maraîchers respectivement tout au long de l'année. Donc c'est comme tout à l'heure pour la question qui m'était posée sur le concours de pêche. Si les associations qui gèrent ces marais, enfin qui les gèrent pas réellement, mais qui animent, on va dire, ces marais, souhaitent faire d'autres animations, bien évidemment, on les accompagnera. Mais bon, je vous invite à regarder ce que font aujourd'hui les maraîchers. Ils font vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous y participez, mais surtout allez-y, vous allez voir que les marais sont mis en valeur, les maraîchers sont mis en valeur aussi, c'est très important. Et puis ça nous permet aussi de dire à nos visiteurs, qui ne sont pas berruyers, que nous avons cette chance d'avoir 135 hectares de marais au pied de la cathédrale, et ces événements participent à tout ça. Et puis bien sûr on supporte, nous, en termes de communication, je pense notamment aux vidéos que nous faisons sur ces événements-là, sur la médiatisation à travers nos journaux, qu'ils soient d'ailleurs Agglomération ou Ville de Bourges. Et puis voilà, donc il y a plein de choses déjà qui sont faites. Participons déjà à ce qui existe, mais tant bien même que les associations de maraîchers veulent faire d'autres choses, ils savent très bien qu'on les soutiendra sur cette démarche. Michel vous pose une question relative à la sécurité routière. Je travaille au GEDIF à Malitorne, en tant qu'ouvrier, et j'aimerais savoir s'il serait possible de mettre des ralentisseurs sur la route, car quand on traverse, beaucoup de voitures roulent trop vite. Oui, enfin là, techniquement, on sait faire. Bon, maintenant, moi, je vous engage à prendre langue avec les adjoints qui sont en charge à la sécurité ou les aménagements routiers, pour voir concrètement avec eux sur place ce qu'il est possible de faire. Ce que je dis souvent, c'est qu'on veut résoudre des problèmes d'incivilité par des solutions techniques qui ne sont pas toujours satisfaisantes, qui ont un coût. Moi, je crois beaucoup à éduquer ou rééduquer les utilisateurs de voitures qui sont en excès de vitesse. C'est pas la grande majorité, heureusement, mais malheureusement, il y en a toujours. Vous savez que la police municipale est équipée d'un cinémomètre, enfin appelé autrement radar, et là j'ai donné des consignes depuis quelques temps pour accentuer le nombre de contrôles, et non seulement contrôles et verbalisations, dans la mesure où le dépassement de vitesse est assez conséquent, mais je crois beaucoup à la répression maintenant. Donc, mais bon, pour le cas précis, prenez langue avec le maire adjoint qui est en charge de ces aspects-là, et il ira sur place et on trouvera sans doute ensemble une solution technique à cette situation. Alors une question de Pierrot maintenant, qui voudrait savoir si vous êtes allé au 20e Cosmic Trip ce week-end. Oui, la réponse est oui. Peut-être compléter la réponse. Oui, j'y suis passé effectivement samedi. C'est un très bel événement. J'ai discuté avec les organisateurs, avec la direction. C'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Quand on voit qu'il y a des groupes de l'étranger, américains, japonais qui étaient présents en faisant des belles choses, une participation importante encore cette année, plus importante que les autres années. C'est un bel événement que nous soutenons, qu'il faut encore davantage soutenir. Je pense pas suffisamment encore connu, donc il faut qu'on communique davantage sur ce sujet-là. Mais c'est un élément majeur, au même titre que tous les événements culturels que nous avons dans la ville. Évidemment, on pense tout de suite au Printemps de Bourges, mais il n'y a pas que le Printemps de Bourges, il y a le Cosmic Trip et plein de choses. Et il faut qu'on marque effectivement notre ADN qui
caractérise par cette culture diverse et variée. Et donc il faut davantage travailler, soutenir et communiquer sur tout ce qui est fait à Bourges, que tout ce qui est fait à Bourges en termes de culture est très bien fait. Alors la question suivante nous vient de Jacques qui demande quels sont les travaux de la rue Sérocourt, savez-vous quand ils seront terminés? Alors il s'agit c'est pas exactement sur la rue de Sérocourt, c'est sur le parking Sérocourt. Pour le coup, c'est le parking, c'est pas les pentes de Sérocourt, on est sur le parking de Sérocourt. C'est simplement le remplacement à la fois des câbles, on va dire électriques, qui permettent d'alimenter les armoires électriques qui servent notamment pour les forains, qui servent au printemps de Bourges, à toutes les animations. Donc on était en limite de qualité de ces installations. Ça posait des problèmes d'abord de sécurité, ça posait des problèmes aussi de puissance dès lors qu'on utilisait ces bornes électriques-là. Donc en collaboration avec RDF, nous avons décidé donc cette année de changer toutes ces installations. Et les travaux devraient se terminer maintenant très prochainement. En tout cas, je crois que c'est une question d'une semaine ou deux, puisqu'en fait l'objectif c'est de rendre la place Sérocourt disponible pour les forains qui arriveront mi-juin. Louisa voudrait savoir si vous avez rencontré Pierre Gattaz lors de sa venue à Bourges. Non, je n'ai pas rencontré Pierre Gattaz, non pas que je ne savais pas où il était, quoique visiblement les lieux de rendez-vous ont bougé. Non, c'est que sincèrement, j'étais pas disponible, j'avais d'autres contraintes par ailleurs, donc je ne me suis pas rendu à cette réunion. Alors autour de Henri qui indique que sa question porte sur la sécurité routière en ville, que comptez-vous faire pour les excès de vitesse rue Félix Chédin? Alors, nous avons fait, alors je crois qu'une quinzaine de jours, des contrôles de vitesse avec le radar de la police municipale. Nous avons contrôlé, alors j'ai plus les chiffres en tête, plusieurs dizaines de véhicules, et nous avons dû verbaliser, je crois, entre 10 et 15 automobilistes, et je pense que nous allons continuer. Je ne vous dirai pas quand, sinon ça n'a pas d'intérêt. Là, une fois, je le redis, nous avons fait des aménagements à la rue Félix-Chédin, nous avons rétréci la chaussée en profitant justement de cet espace rendu disponible pour faire un aménagement cyclable. Malgré tout, les vitesses pratiquées sont parfois un peu élevées, donc maintenant il n'y a pas d'autre solution technique, il faut contraindre, il faut verbaliser. Michel aimerait savoir à qui faut-il s'adresser pour un changement de poubelles vertes quand elles sont cassées. À l'agglomération, à Bourges Plus, donc vous demandez le service environnement et puis on fera le changement de conteneur s'il est cassé, hein, on peut le réparer ou s'il est réellement cassé, on le change. J'en profite aussi pour dire que si l'aventure, du fait du changement de fréquence de ramassage des poubelles, vous souhaitez avoir une poubelle plus grande, hein, c'est encore possible, dans la mesure où ça justifie, hein, que vous ne soyez pas une personne dans un logement. Nous pourrons échanger votre ancienne poubelle par une récente un peu plus grande. Alors nous revenons au sport avec Paul. Après le championnat du monde d'escrime, quels grands projets ou quels événements d'envergure comptez-vous accueillir à Bourges ? Il y en a de plus ou moins grande envergure. Notamment, nous allons recevoir très prochainement, début juin, donc l'assemblée générale de l'ensemble des élus du sport du territoire français. Donc c'est un événement important. Ça va nous permettre de faire connaître aux élus du sport de toutes les, on va dire, les grandes villes de France, nos installations sportives, alors qui sont bien sûr le Palais des Sports, mais qui sont aussi le Crêpes, le Vélodrome. Hein, ça peut donner aussi des idées quand ces villes-là sont sollicitées pour organiser des grandes manifestations. Nous réfléchissons aussi sur un match, on va dire, de haut niveau, niveau international de handball aussi. Nous avons aussi évoqué avec la présidente de la Fédération française d'escrime, et nous sommes positionnés pour l'organisation des championnats du monde senior d'escrime, et là c'est dans 3 ans. Voilà, nous avons maintenant plein de contacts, les contacts se font un peu naturellement, puisque on n'a pas besoin de faire de publicité, je dirais, le bouche-oreille fonctionne bien, et dès lors qu'on organise bien les manifestations, et c'était réellement le cas pour le championnat du monde escrime de début avril, les choses se savent, et donc
fait son autopublicité. L'autopublicité se fait naturellement. Donc voilà, je crois qu'il y a encore plein de choses à faire. Nous avons vraiment, moi j'insiste là-dessus, une ville qui a des infrastructures sportives importantes, le Palais des Sports, le centre nautique, le Crêpes et le Vélodrome. C'est quand même unique pour une ville de la dimension de Bourges. Et donc c'est des atouts importants. On le fait déjà sur des stages de préparation aussi, notamment je pense au judo, mais il y a d'autres sports qui peuvent venir et qui pourront venir en préparation à Bourges. Donc ça c'est toujours très intéressant de faire découvrir notre ville et puis de faire tourner aussi nos installations. Alors Max nous ramène au lac d'Oron. Pourquoi ne pas réaliser les aménagements de l'aire de loisirs sur la plage existante plutôt que de créer un nouvel espace ? Parce que tout d'abord, sur la plage existante, nous n'étions pas chez nous, nous ne sommes pas à Bourges, nous sommes sur Plain-Pied. Il faut savoir que la plage est un peu plus loin que la plage, enfin la limite entre les communes de Plain-Pied et de Bourges sont pas au milieu du lac, mais pas loin. Donc, puisque c'est une initiative Ville de Bourges, il fallait qu'on fasse ça chez nous. On a fait un groupe de travail, on a interrogé les associations sportives qui utilisent le lac, aussi les associations de pêcheurs pour essayer de trouver quel était le meilleur lieu. En plus, celui qui a été retenu, je pense que c'était un très bon choix dans la mesure où c'est à la fois un endroit qui est facilement accessible, notamment avec la rocade verte. On peut y accéder aussi en voiture, puisque vous avez des parkings à proximité, vous avez déjà les terrains de tennis qui sont juste derrière, une aire de jeu pour enfants qui était existante, donc accessible, et puis aussi à la fois un peu paisible, je crois que c'est ce qu'on recherche. Donc voilà pourquoi le choix a été fait sur ce lieu-là. Il a été en tout cas réfléchi et partagé. Alors une question de Claudine maintenant. Les fêtes médiévales de Bourges seront-elles renouvelées l'année prochaine ? Ça, c'est une grande pression que j'ai du président du conseil départemental, Michel Autissier. Je veux dire, il faut qu'on regarde ça en termes de budgétaire. Très sincèrement, je pense qu'il faut continuer sur ces choses-là. D'une façon peut-être pas aussi grandiose que ce qui aura lieu cette année, bien évidemment, puisque c'est une fête un peu spéciale, mais en tout cas... voilà, on n'a pas d'événement médiéval dans cette ville. Je sais que pendant la campagne, certains m'avaient soufflé à l'oreille qui serait important que de bénéficier de toute cette histoire pour créer des événements festifs et conviviaux. Et nous allons réfléchir à ça très prochainement et essayer de faire quelque chose de récurrent. Alors je ne sais pas si on fera ça chaque année, peut-être une année sur deux, parce que tout ça a aussi un coût. Et il faut que le budget de la ville puisse le supporter. Henri vous pose une question plus politique. Que pensez-vous du passage en force par le 49.3 du gouvernement sur la loi travail ? Vous savez, moi je dis très souvent, je suis respectueux de la démocratie, je suis respectueux des règles qui gèrent notre République. Le 49.3 est une possibilité qui est offerte, on va dire, au gouvernement de, comme on dit, entre guillemets, passer en force une loi. Après, j'ai un avis très personnel. Alors, je ne critiquerai pas, parce que je trouve ça un peu drôle quand même. Je lis la presse, j'écoute les médias là, depuis quelques temps. Il y en a qui ont critiqué le 49.3 quand ils étaient dans l'opposition, qui le pratiquent aujourd'hui, et vice-versa. Donc pour moi, je n'en fais pas une affaire politique. Voilà, il y a cette possibilité. C'est un peu dangereux d'utiliser le 49.3. On n'est pas sûr, je dirais, de la réaction de la population derrière. Mais voilà, donc le gouvernement fait ce choix, c'est de sa responsabilité. Donc, je rappelle qu'on a élu un président de la République en 2012. La majorité des Français l'ont élu, c'est le suffrage universel. Il a constitué un gouvernement, il a pris ses responsabilités. Ce gouvernement est un gouvernement d'ouverture, mais plutôt de gauche. Je ne partage pas forcément toutes les mêmes valeurs. En tout cas, je respecte la démocratie et le suffrage universel, donc c'est comme ça. Alors, autour de Thibaut, qui vous pose la question suivante. À peu près 1 an après son ouverture, quel bilan pour la mission emploi ? Alors, nous ferons un bilan au bout d'un an on va dire, d'utilisation, de création, puisque je vous rappelle qu'on a ouvert la mission emploi le 23 septembre. C'est un bilan que, pour moi, est très positif. Alors si je me réfère un peu aux chiffres que j'ai eus, j'ai des chiffres toutes les 2 semaines, nous avons reçu à peu près 1200 candidatures, on n'était pas très loin des 1200, je pense qu'à l'heure où on parle, on a dû les atteindre, voire les dépasser. Nous avons placé plus de 200 personnes depuis le mois de septembre. Alors
certains diront que c'est peu, mais pour moi c'est beaucoup parce que c'est 200 personnes, mais c'est 200 familles qu'on a sorties de la situation difficile, la situation de l'emploi et du chômage. Mais c'est quelque chose qui doit monter en puissance. On travaille beaucoup aussi avec les entreprises. Il faut qu'on crée des contacts avec les entreprises, des liens. Il faut qu'on ait la confiance des entreprises qui dès lors qu'elles ouvrent des postes, c'est le réflexe de contacter la mission emploi. Franchement, c'est quelque chose de très positif. On a aussi des échanges avec d'autres missions emploi, avec Drancy, je pense à Montluçon, qui a ouvert ses missions emploi au début de cette année, où il y a des candidats qui sont positionnés, qui sont présentés à Drancy, dont les dossiers ont été traités à Drancy ou à Montluçon, finalement qui ont trouvé un emploi sur Bourges et vice versa. Donc voilà, le réseau fonctionne bien. Voilà, on monte en puissance. Je suis un peu plus rassuré pour tout vous dire qu'à la fin de l'année dernière, puisque la fin de l'année dernière on avait beaucoup de candidats mais on avait peu d'offres. J'avais quelques craintes en disant finalement on va peut-être décevoir, et puis non, la tendance depuis le début de l'année plutôt à la stabilisation, enfin au ralentissement du nombre de candidatures, et puis un renforcement au niveau des propositions. Donc là on arrive à un équilibre, et puis ça me rassure quelque part. Et puis c'est une vraie collaboration aussi quand on fait le job dating avec Pôle emploi, avec la mission locale, la mission emploi est présente aussi. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui chacun a compris que la mission emploi n'était pas quelque chose de concurrentiel par rapport aux organisations qui étaient déjà en place, mais vraiment quelque chose de complémentaire. L'objectif, c'est simple, c'est combattre ce fléau qui est le chômage, et chacun à son niveau doit mettre la pierre à l'édifice pour y arriver. La prochaine question nous vient de Marc. Est-il judicieux de réaliser un complexe nautique alors que Châteauroux est en train d'en créer un ? Pour l'instant, je ne sais pas. Il n'y a pas de décision de prise pour créer une infrastructure nautique, sachant qu'il en reste, et il en existe une, c'est le centre nautique de Bourges, pour lequel nous avons investi pas mal d'argent il y a quelques années, donc il y a 3-4 ans maintenant. Donc il y a une vocation, on va dire, essentiellement de nage, d'apprentissage, de nage de compétition, ou même de nage de loisirs. Ce que fait Châteauroux dans le projet, si j'ai bien compris, c'est à la fois faire des bassins de ce type-là, mais aussi apporter un peu de ludique. Voilà, je pense que l'outil qui nous manque aujourd'hui, ne sont pas des bassins de nage, ce sont plutôt des espaces aquatiques, ludiques, de bien-être. C'est une réflexion que nous avons, et nous aurons, je pense, prochainement à l'agglomération. Mais je pense qu'en fait, une agglomération comme la nôtre mérite d'avoir cet outil complémentaire. Je trouve un peu dommage. Alors j'en profite pour faire un petit signe à mon ami Thierry Vincent, maire de Saint-Amand, mais je trouve dommage que dès lors qu'on veuille utiliser des installations ludiques, si on est à l'agglomération verrouillère, qu'on se déplace à Saint-Amand, il y a quand même un décalage. Nous sommes la préfecture du Cher, avec une agglomération de 100 000 habitants. Je pense que l'agglomération mérite ce type d'installation. Alors, au tour de Michel, l'abonnement annuel d'Aglobus sera-t-il augmenté ? Alors, vous me posez un piège parce que j'ai plus les tarifs en tête. Vous m'excuserez, j'ai pas forcément tous les tarifs. Globalement, on augmente peu en fait les tarifs. On a augmenté le ticket unitaire, qui va passer de 1,30 € à 1,40 €. Après, il y a une ou deux cartes qui sont augmentées raisonnablement. En tout cas, c'est une augmentation raisonnable. Ça concerne plus les seniors, mais ramener, je dirais, au coût du forfait pour l'année, ça fait des prix de transport qui sont très faibles. Et de mémoire, le reste des tarifs n'ont pas augmenté. Alors, autour de Jean-Claude, on revient dans les Marais, et qui pose la question suivante. Comment la mairie envisage-t-elle de lutter contre les déchetteries qui s'installent dans certains marais, Robinson par exemple, alors qu'une semaine sur l'écologie va avoir lieu ? Justement, la semaine d'écologie, c'est un bon outil, vous le citez, pour resensibiliser, ou sensibiliser tout court, ou rappeler simplement parfois le savoir-vivre, le savoir-être.
le vivre ensemble, le partage, le respect de l'autre. Ça, ce sont des valeurs qui me semblent très importantes, donc il faut les rappeler à travers des événements comme la semaine de l'écologie. Faut le rappeler aussi à chaque fois qu'on a l'occasion. Vous savez, moi, c'est des choses que je rappelle aux rencontres pour Bourges, naturellement, sur les Barnums. Et puis, parfois, il faut même se déplacer, aller voir les gens, leur expliquer l'intérêt de le faire, essayer de comprendre pourquoi ils le font aussi, parce que des fois, ça peut être aussi un problème technique, hein, le fait de ne pas avoir à proximité un endroit où on peut mettre ses déchets, je sais pas, les branches d'arbres que l'on coupe. Donc on peut trouver des solutions, comme on le fait dans nos grands marais. Hein. Aujourd'hui, quand nous sommes sollicités régulièrement tout au cours de l'année pour avoir des grands bacs sur une période donnée, de manière à ce que les maraîchers puissent déposer leurs déchets à proximité des marais et plutôt que les laisser sur place. Donc voilà, c'est l'éducation, et puis aller à la rencontre justement pour savoir pourquoi les gens se comportent ainsi. Parfois c'est un manque de moyens, parfois c'est un manque de savoir-vivre, mais là vous savez, il y a beaucoup à faire dans le domaine. Alors Maxence vous pose la question suivante. Que pouvez-vous nous dire sur l'avenir du golfe de Bourges ? Pas grand-chose pour répondre à votre question précisément. Nous avons lancé une mission d'assistante à maîtrise d'ouvrage pour connaître quelle sera la meilleure formule en termes de fonctionnement et formule économique pour la gestion de ce golfe. Donc il n'y a pas 36 formules, hein, c'est soit on reste comme on est aujourd'hui, soit on vend purement et simplement le golfe, soit on le met en délégation de service public. Voilà, on va dire grosso modo c'est les trois formules qui existent aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'assistance de maîtrise d'ouvrage doit nous permettre d'avoir une analyse très objective, avec beaucoup de recul par rapport à cette belle installation, hein, j'insiste. Et donc, dès lors que le compte rendu et le travail sera fait, nous aurons des éléments qui permettront de prendre la décision de ce que l'on fait du golf. C'est un très bel outil, on nous le dit, on nous le répète, notamment bien sûr les golfeurs qui ont l'habitude de le pratiquer, mais même les gens qui ne le connaissent pas et qui le pratiquent pour la première fois, ils méritent sans doute qu'on s'en occupe un peu mieux, et notamment, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire en régie, c'est faire vivre ce golf, mais pas le faire vivre simplement au titre de l'association, hein, le club qui existe aujourd'hui, mais peut-être le faire vivre à travers des circuits qui existent entre différents golfs, là, pour que ce soit aussi un vrai outil d'attractivité de notre territoire. Une question issue de la session précédente posée par EV. Quelle est la politique de Bourges en matière d'utilisation des produits phytosanitaires en ville ? Très simple, nous n'utilisons plus les produits phytosanitaires. Très bien. Une question maintenant de Boutiba. Bonsoir. Pourquoi à Bourges, 98% des routes sont tout cassées ? Il y a des trous partout, on roule difficilement. Ça veut dire que, moi je serais positif, ça veut dire qu'il y en a 2% qui sont en très très bon état. Je pense que vous exagérez un tout petit peu. 98% des rues, je crois que c'est vraiment pas objectif. Ce que je vous concède, c'est qu'il y a beaucoup de rues, de voies qui nécessiteraient des travaux d'entretien, c'est clair, même des requalifications complètes. Bon, vous savez aussi que tout ça a un coût. Nous avons, je rappelle, 250 km de voirie à Bourges, 250 km pour situer, c'est la distance qu'il y a entre Bourges et Paris, donc c'est très long. Donc tout ne peut pas être fait évidemment d'un seul coup. Nous le faisons aussi en fonction de nos budgets, nos moyens. Vous connaissez la situation budgétaire de la ville de Bourges. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais nous faisons au fur et à mesure, en fonction de nos budgets et les priorités, les travaux qui sont nécessaires. Alors c'est les voiries, c'est aussi les trottoirs. Hein. Je vous dis encore, hier j'étais en ville et je voyais un certain nombre de trottoirs qui étaient en cours de réfection. Je pense notamment au boulevard Clémenceau. Donc voilà, on refait, il y a la rue du Coin-Allais qui a été refaite en enrobé aussi il n'y a pas longtemps. Et on essaie aussi de combiner ça d'une façon intelligente, et ça je voulais saluer le travail que fait Philippe Mousny sur la coordination des travaux qui sont faits notamment avec les concessionnaires. Dès lors qu'on fait des travaux d'eau potable, par exemple des remplacements de réseaux, et bien derrière on s'arrange pour refaire l'enrobé sur ces voiries-là, de manière à éviter des tranchées qui sont toujours désagréables. Après, il y a deux axes qui sont très importants et prioritaires, c'est la rue de Lasnay et la rue de Louis Mallet. Donc nous avions imaginé la requalification complète de ces rues.
Je vous le dis très clairement, ça ne sera pas fait sur ce mandat-là. En tout cas, on est sur une solution, on va dire, dégradée, qui permettrait au moins, dans un premier temps, de refaire les enrobés sur ces voiries, parce que ça me paraît très urgent, en tout cas sur ces voiries-là. Une question de Michel. Sous votre mandature, verra-t-on une réglementation du stationnement sur la place des Frênes dans les marais classés? Il y a eu un stationnement de camping pendant plusieurs nuits. De plus, des promeneurs de chiens non tenus en laisse qui ont eu lieu alors qu'un arrêté municipal existe mais non matérialisé. Oui, alors si l'arrêté municipal existe, enfin je le sais en tout cas, mais il n'est pas formalisé, il faut qu'on le vérifie, je crois sur parole, donc il faudra formaliser, peut-être mettre un panneau. Je pense que le problème est plus compliqué que ça, parce que si c'était simplement afficher les arrêtés municipaux, mettre des panneaux pour régler le problème, on en aurait partout. Là on touche, j'ai déjà dit à plusieurs reprises sur ce chat vidéo, l'incivilité des gens, le non-respect de l'autre, et pour ça... on doit avoir, je dirais, un comportement citoyen, parfois prendre contact avec les gens que vous estimez en infraction, leur expliquer gentiment, alors évidemment après vous ne savez pas sur qui vous tombez, et puis solliciter les forces de police au sens large pour intervenir auprès des gens qui sont en écart, c'est de leur responsabilité, donc surtout faites-le, mais on peut mettre des panneaux partout, hein. Vous savez, vous mettez des panneaux à l'entrée de la ville en expliquant que la limitation de vitesse est à 50 km/h, voire 30 km/h en centre-ville. C'est pas pour ça que vous n'avez pas des excès de vitesse, puisqu'on en a parlé encore il y a quelques questions. Donc les panneaux ne suffisent pas. À un moment donné, il faut expliquer aux gens, il faut essayer de comprendre pourquoi. Hein, c'était la question dans les marais tout à l'heure. Et puis faire de la répression quand il le faut. Il faut faire respecter la loi. Alors une question de Marceline maintenant. Vous nous avez présenté un portail pour les associations il y a quelques mois. Où en est-on? Normalement opérationnel le mois prochain, mois de juin. Merci. Rémi souhaite savoir pourquoi n'est-il pas indiqué clairement sur le site de la ville qu'il est interdit de brûler des déchets? Eh bien, si c'est pas indiqué sur le site de la ville, écoutez, nous allons le mettre, nous allons remédier rapidement à cette information manquante. Une question de Maurice D. Pas trop déçu de la défaite du Bourges 15 ce week-end à Floirac? Si, je peux être que déçu. Vous connaissez mon attachement au rugby et à Bourges 15 en particulier. Bon, voilà, c'est le jeu. Hein, donc on arrive en play-off. Il n'y a qu'une équipe qui sort. L'équipe qui sort, c'est la meilleure. En l'occurrence, Floirac était sans doute meilleure. Moi, j'avais dit aux dirigeants à l'issue du match aller que de toute manière, et même avant, s'ils ne gagnaient pas de 20 points au moins, les choses seraient très difficiles. Voilà, ils l'ont démontré, je pense sans le vouloir, réellement, ils l'ont démontré dimanche dernier à Floirac. Voilà, une saison encore qui ne sera pas couronnée par la montée en Fédéral 2. C'est les règles du jeu, voilà, le meilleur gagne. Bourges 15 n'a pas été meilleur que Floirac, tant pis, mais ils seront sans doute meilleurs l'année prochaine. C'est tout le mal que je leur souhaite en tout cas. Alors Louis vous pose la question suivante. Si votre mandat devait se résumer à un projet, quel serait ce projet? La Maison de la Culture. Très bien. Nous allons donc passer à la question suivante avec Aurélie. Si vous étiez maire d'Orléans, auriez-vous invité Emmanuel Macron aux fêtes Jeanne d'Arc? Écoutez, je ne suis pas maire d'Orléans. Une fois encore, le maire d'Orléans, il prend ses responsabilités. On verra peut-être. Écoutez, je verrai en 2020, je vais peut-être me présenter à Orléans et à ce moment-là, je me reposerai la question. Non, sincèrement, laissons aux élus aussi leurs responsabilités. Ils ont été élus, ils font leur choix. Je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur le choix du maire d'Orléans. Il a fait ce choix-là, pourquoi pas, je respecte complètement. Alors une question de Loïc maintenant. Quand pourra se concrétiser le projet de rapprochement des agglomérations de Bourges et Vierzon? Et cela pourrait-il s'étendre jusqu'à Châteauroux? Alors jusqu'à Châteauroux, oui, pourquoi pas. Ça peut faire partie de l'histoire. En tout cas, il faudrait d'abord passer par la première étape du rapprochement avec la communauté de communes de Vierzon, mais même avant, par le travail avec les communautés de communes qui sont limitrophes.
Justement, j'avais une rencontre tout à l'heure, un rendez-vous avec la présidente du CIRDAB, donc Véronique Fenol, et le président du Pays de Bourges, Alain Mazet, pour voir comment on pouvait, quel outil on allait mettre en place, enfin la méthode plus exactement à mettre en place avec les présidents de communautés de communes alentours et limitrophes à l'agglomération, de manière à pouvoir travailler d'une façon sereine, notamment sur quelles sont, par exemple, les compétences communes entre l'agglomération et ses communautés de communes, quelles sont justement celles qui n'y sont pas, comment on pourrait peut-être par convention trouver on va dire des soutiens. Des soutiens ou des partages qui pourraient avoir lieu, notamment entre ces communautés de communes et l'agglomération de Bourges. Donc on a prévu d'abord de rencontrer. Alors c'est pas, ça a été décidé, je vous dis, à 14h30, donc c'est assez récent. Nous avons décidé de réunir l'ensemble des présidents de communautés de communes. On va le faire sans doute tout de suite après l'été, justement pour poser une méthode. Et je crois qu'il faut commencer par ça. Avoir une photographie, une cartographie de ce qui nous différencie aujourd'hui, et puis voir comment on pourrait être complémentaire, avant même de passer au rapprochement avec la communauté de communes de Vierzon, qui passerait de toute manière par aussi la mise en commun, on va dire, de la nouvelle communauté de communes qui s'est créée entre les Terres d'Yèvre et Val-d'Yèvre, Val d'Oron. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le sujet, mais en tout cas, moi je reste convaincu qu'un jour ou l'autre ça se fera. Alors quant à Châteauroux, voilà, on n'est déjà pas sur le même département, vous imaginez que c'est plus compliqué. Mais qui sait, qui dit que demain les départements existeront encore? Je n'en sais rien. Moi, je suis plutôt partisan aujourd'hui qu'ils existent, mais les choses évoluant tellement vite de nos jours, peut-être que demain il y aura peut-être plus de départements, donc plus de frontières administratives entre l'Indre et le Cher, et donc pourquoi pas envisager au-delà. Mais moi, je voudrais plus rapprocher Châteauroux d'une communauté de communes, une agglomération avec Saint-Amand plutôt qu'avec Bourges. Mais voilà. Bon. Alors nous revenons au sport avec Olivier. Serez-vous parmi nous ce week-end à la finale de la Coupe du Cher à Vierzon? Non, je le regrette, mais je me suis réservé un week-end privé. Et pour être très précis, je vais aller voir mon papa. Très bien, donc nous allons passer à la question suivante. J'ai des petits soucis techniques, mais elle va venir, j'en suis certaine. Vous voyez que nous sommes en direct, quand il y a les problèmes techniques arrivent aussi. C'est comme à la télévision, nous n'avons pas de page de publicité pour vous faire patienter. Je ne m'engagerai pas à chanter une chanson. Suivante. Les deux dernières démissions, donc question de Marcel. Les deux dernières démissions au sein de votre conseil municipal vont-elles changer votre cap pour le reste de votre mandat? Question de la session précédente. Non, vous savez, j'ai un grand principe dans la vie, et pas que dans la vie municipale, hein, j'ai un grand principe dans ma vie, c'est de toujours garder le cap, quoi qu'il arrive. D'abord prendre le temps de la réflexion dans toutes les décisions que je suis amené à prendre. Ce temps peut être parfois un peu long, s'il est contraint, il peut être plus court. Échanger pour avoir des avis qui peuvent converger ou diverger par rapport à l'idée que je m'en fais. Puis une fois que cette concertation, cette réflexion a lieu, je décide et je suis le cap. Maintenant, ce qui est arrivé par les démissions des conseillers municipaux, voilà, pour moi, c'est un non-événement, je le regrette, mais ça fait partie aussi de la vie. C'est comme le départ de Céline Dumerc à Basketland, pardon. C'est un événement, mais c'est un non-événement, ça fait partie de la vie du sportif. Et bien là, voilà, deux conseillers municipaux ont démissionné, c'est leur choix, je le respecte en tout cas, et la vie continue, et le cap reste toujours le même. Le cap, je vous rappelle, qui est important, c'est de faire en sorte que la situation financière de la ville à la fin du mandat soit acceptable, contrairement à ce qui était le cas au début de ce mandat. Alors, une question de Mathieu maintenant. Bonsoir, nommerez-vous un maire adjoint à l'écologie au prochain conseil municipal? La réponse est oui. Très bien. À nouveau, un petit souci technique. Les questions sont courtes, donc les réponses le sont également. Un petit constat de Fabrice qui indique que vous êtes prononcé en faveur d'une Europe fédérale sur Twitter. Oui. Vous avez... Comment argumenter ça? Vous savez, moi je suis convaincu que l'Europe aujourd'hui
patauge un peu. Et puis les événements que nous avons vécus, que nous vivons toujours, hein, notamment en termes de migration, est très révélateur des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a d'autres événements, en fait, hein, qui touchent notamment nos entreprises. Bien révélateur parce que si vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé ces derniers mois, avec ces migrants syriens notamment qui sont venus en Europe, hein, pour des raisons je dirais, humanitaire évidente, et donc c'était normal, on va dire, que nos pays et l'Europe ouvrent ses portes. Mais en tout cas, ça ne s'est pas fait d'une façon organisée, d'une façon régulée. Alors il y a des pays qui ont fermé leurs frontières, puis après qui les ont ouvertes, puis d'autres qui les ont pas fermées tout de suite, qui les ont fermées ensuite. Enfin, voilà, on voit bien que c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est un vrai bazar. Bon. Je pense que dès lors qu'on est une Europe avec un gouvernement fédéral, qui a des lois européennes, hein, notamment sur les phénomènes migratoires. Hein. Je parle de ce sujet, mais il y en aurait bien d'autres, avec une police des airs et des frontières qui faut appliquer ces lois. La problématique que nous avons rencontrée, ou que nous rencontrons toujours aujourd'hui, elle aurait été traitée d'une façon différente. Et sur ce sujet-là, je dis attention, dans la mesure où le phénomène migratoire que l'on vient de vivre, à mon avis, ils ne sont pas très importants par rapport à ce qui va arriver dans quelques années, notamment par la surpopulation de l'Afrique qui s'annonce. Et ça, si on n'a pas été capable de gérer cette crise, je veux l'appeler comme ça, en 2015-2016, j'imagine pas comment on va pouvoir régler un problème plus important d'ici 10-15 ans. Une autre idée aussi, je parle et dans mon tweet, vous avez dû le lire, de justice sociale, justice fiscale. On ne peut pas aujourd'hui, la capacité aujourd'hui, par exemple, à des entreprises de pouvoir bénéficier de salariés qui sont européens, mais qui ne dépendent pas, on va dire, de toute la gestion sociale d'Europe, puisqu'elle n'existe pas, et de leur pays. Ce qui fait que ce sont des gens qui sont parfois qui n'ont pas la même assurance sociale que peuvent avoir par exemple un Français, qui n'ont pas les mêmes contraintes, on va dire, horaires que peuvent avoir un Français, jouent d'une façon inéluctable sur la possibilité des entreprises de pouvoir embaucher, on va dire, de la main-d'œuvre à pas cher, mais c'est autorisé, et faire chuter les prix. Et c'est comme ça qu'on met en difficulté aujourd'hui les entreprises, notamment françaises, je parle de celles-là parce que je les connais, et celles de la région en particulier, qui sont plus concurrentielles et qui fait qu'on perd des emplois. Donc ça peut être géré par une justice sociale qui doit être européenne, et ça ne se fera qu'à travers les lois européennes qui seront pilotées et gérées par un gouvernement fédéral. Et c'est exactement la même chose sur la justice fiscale. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice fiscale en Europe, et donc il faut régler ça par des lois, et des lois, il faut les mettre en place, mais il faut surtout les appliquer. Et seul un gouvernement fédéral avec une assemblée, comme par exemple on peut trouver en France, mais ce n'est pas forcément une référence, ça peut être aussi différent, peut permettre de rétablir la situation. Je crois que c'est la seule condition qui fera que l'Europe fonctionnera, puisqu'aujourd'hui j'estime qu'elle ne fonctionne pas bien. Alors maintenant, c'est la dernière question qui est posée par André. Pensez-vous déployer de nouveaux panneaux numériques plus esthétiques que les gros panneaux traditionnels ? Alors, je ne sais pas si c'est les 3 panneaux numériques que vous trouvez trop gros, ceux qu'on a implantés au mois de décembre. Je pense plutôt que vous pensez aux grands 4x3, ce qu'on appelle les 4x3. Écoutez, nous allons d'abord probablement en implanter d'autres. Hein. Donc, il y a une réunion qui a eu lieu la semaine dernière. Certains adjoints se sont déplacés, conseillers municipaux se sont déplacés chez un fournisseur dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité. Avec l'idée d'implanter d'autres panneaux numériques, on va dire de petite dimension, hein, comme les 3 que nous avons déjà implantés. Visiblement, ça pourrait se faire. Je pense que c'est important, parce que ça a changé aussi un peu la vie, ça apporte beaucoup d'informations, même si, d'après la dernière sondage ou question du mardi là, qui a lieu il y a quelques semaines, on s'aperçoit que les gens ne les consultent pas beaucoup, en fait. Et bon, je crois qu'il faut que les gens s'habituent à tout ça. Après, les grands panneaux 4x3, avant de les faire disparaître complètement, voilà, c'est toute une question aussi de négociation avec le prestataire pour qui on paye une certaine redevance pour notre communication, mais qui se paye aussi en
faisant paraître parfois des publicités. Hein, donc c'est la négociation. Mais les panneaux de 4x3, je ne suis pas sûr que ce soit demain matin qu'on les change. Mais par contre, d'autres panneaux numériques de petite dimension, très probablement. Voilà, donc nous arrivons à l'issue donc de cette session de chat vidéo. Je vous remercie encore 1000 fois de toutes les questions pertinentes que vous avez posées, comme à chaque fois. Je vous donne rendez-vous donc le mercredi 8 juin à 19h, on va dire horaire traditionnel. Je vous remercie encore de votre participation. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.